tous et bienvenue dans Science sur table, le podcast de l'association Omniscience, l'association de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on se fait un petit tour de table avec plein de petites anecdotes et de chroniques et on commence tout de suite avec Nicolas. Et oui, bonjour à tous. Et donc, je vais commencer cette nouvelle chronique pour parler plus généralement de toutes les planètes de notre système solaire. Alors déjà, est-ce que vous connaissez toutes les planètes du système solaire ? Alors j'ai envie de dire oui. Bah, je sais que je vais pas réussir à toutes les lister. Pareil, je vais pareil, c'est pour ça que j'ai rien dit. Alors attends, la Terre, La Terre, Mars, Mars, Jupiter, Saturne, Mercure, il m'en reste 3 non ? Mais Uranus. Uranus, ouais. Il y a la petite phrase là. Oui. Le vélo qui tourne mal, je suis une cruche ou une nouille. Oula. Non, oui, il y a une phrase pour s'en rappeler, ouais. Ah, et une deuxième phrase par ici. Je sais plus la fin. Ma vieille tante Marie a jeté Mars. un et normalement Vénus, on n'a pas dit. un navet et normalement il y avait Il te pourri, manque un alors. S, un truc. Ah. Il te manque un S. Ah oui, ma vieille tante Marie a jeté samedi un navet et normalement il y C'est avait ça. pourri mais ça a disparu. Tout à fait. Alors ça, ce que tu as dit, ça s'appelle une phrase mnémotechnique. Donc c'est une phrase qu'on utilise où la première lettre de chaque mot de la phrase se réfère à la première lettre du coup de chaque planète. Donc en fait, on a le M pour Mercure, le V pour Vénus, le T pour la Terre, le M pour Mars, le J pour Jupiter, ensuite le S pour Saturne, le U pour Uranus et le N pour Neptune. En fait, cette phrase, elle aide à se remémorer l'ordre dans lequel les planètes elles sont par rapport au Soleil. Donc c'est bien. Est-ce que, ensuite, vu que je vous parle de planètes, est-ce que vous savez c'est quoi la définition d'une planète au final ? Parce que peut-être que certains d'entre vous se rappellent de feu Pluton, qui n'est malheureusement plus une Ah, planète. c'est une RIP. planète, c'est un objet qui a fait le nettoyage sur son orbite, non ? Sur son ellipse. Alors ça, c'est un critère, il y a un deuxième critère. Ah, c'est pas trop clair, Magali ? Ah oui, et je vois pas Bah, de quoi tu parles quand tu parles de nettoyage de l'orbite. En gros, on va dire que t'as, je sais pas, on va dire un objet spatial, un morceau de terre qui tourne autour sur une ellipse, et à force de tourner, elle va toucher d'autres roches qui sont sur son passage, et ça va s'agréger et ça va créer une boule de plus en plus grosse et ainsi de suite. En gros du gros, enfin c'est pas du tout comme ça que se forme une planète, mais dans l'idée c'est qu'en tournant, c'est que ça va nettoyer toutes les roches toutes les météorites qu'il y a sur le passage. Et à partir du moment où il n'y a plus rien sur ce passage, ça devient une planète quand elle tourne. Et du coup, ça veut dire que Pluton n'aurait pas fait ça. Tout à fait. Mais ça veut dire juste qu'il n'y avait rien sur le passage alors. Non, en fait, alors ce que Corentin il dit, c'est juste. Donc, Mais c'est mal dit, je le reconnais. De quoi ? en fait, C'est mal dit, je le reconnais. En fait, donc il y a deux critères. Le premier critère, c'est que ça doit être un astre qui tourne autour du Soleil et qui a une forme environ sphérique. Alors pourquoi on dit environ ? C'est parce que plus un objet il va être lourd, plus il va avoir une gravité forte, et plus en fait les éléments desquels il est composé, ils vont s'agréger pour former une sphère. C'est pour ça qu'en fait, ça élimine tout de suite les objets qui vont être trop petits pour avoir leur propre gravité. Donc c'est pour ça que s'il y a un truc qui est super loin du Soleil qui tourne autour, mais qui est tout plat, et au final il n'aura pas de gravité, donc il va pas devenir rond, mais ce sera pas une planète parce qu'il sera trop petit. Donc en fait ça élimine les choses trop petites. Et ensuite ce qui élimine aussi les choses pas assez lourdes, c'est ce que Corentin dit, c'est en fait le fait d'avoir libéré donc tout l'espace qu'on parcourt autour du Soleil des autres potentiels débris de l'espace qu'on pourrait croiser et qui sont aussi en rotation. Par exemple, pour ceux qui le savent, en fait, entre la Terre et Jupiter, il y a ce qu'on appelle entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes autour du Soleil. Et donc en fait, ces astéroïdes, même si ça se trouve, il y a des astéroïdes énormes, mais ils ne seront pas considérés comme des planètes parce que ils sont sur la même trajectoire autour du Soleil que plein d'autres astéroïdes. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont en orbite, autour du Soleil, sur la même trajectoire que Pluton. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'était pour mettre au point les définitions, mais de toute façon, on a déjà listé les 8 planètes du système solaire. Donc première question, j'aurai une question par planète du système solaire. Donc première question qui est par rapport à Mercure, donc la planète la plus proche du Soleil. En fait, Mercure, il se trouve que c'est la planète la plus petite des 6 planètes. Mais pourtant, je vais vous affirmer qu'il existe des corps célestes plus lourds que Mercure dans le système solaire qui ne sont pas des planètes ni le Soleil. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je dirais oui avec Europe. C'est un satellite de je sais plus quoi. Ok. Mais c'est un satellite.
de je sais C'est plus pas, quelle planète. c'est pas de Jupiter? Je sais pas. Clarisse. Moi, je dirais oui aussi. Est-ce que vous avez d'autres Moi, réponses? je vais dire oui comme Clarisse. Alors, je vérifie juste pour Europe. Europe, c'est Jupiter, je pense aussi. Mais en fait, souvent, les satellites qu'on connaît, c'est Jupiter. Oui, parce qu'elle en a plein, non? Ouais, il y en a beaucoup. Il y a Io, Europe, je crois. Il y en a plein. Il y en a à peu près 5-8 qui sont connus normalement. Et après, il y en a, je crois, 73. C'est un truc de fou. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, Europe, c'est bien un satellite de Jupiter. Et du coup, la réponse était non. Eh bien, en fait, Europe n'est pas plus lourd que Mercure. Par contre, il existe 2 satellites qui ne sont pas Europe, qui sont Titan, donc un satellite de Saturne, et Ganymède, qui est un satellite de Jupiter, qui sont en fait plus grands que Mercure. C'est-à-dire qu'ils ont un diamètre plus élevé, donc ils ont un plus grand volume. Mais par contre, ils sont plus légers, parce qu'ils seront moins denses. Ok. Et pour rebondir sur ce que disait Clarisse, c'est 79 satellites qu'à Jupiter. Autant pour moi. Ouais, mais franchement, bravo. Hein. Question numéro 2. Vénus, qui est la planète donc juste après Mercure dans la liste des planètes, est la planète la plus chaude en moyenne à sa surface du système solaire, alors qu'elle n'est que la 2e plus près du Soleil. Est-ce que ça vous semble vrai ou faux? C'est Vénus, elle est forcément chaude. C'est la seule meuf. C'est une justification. Je dirais oui aussi. Alors, pas du tout pour les mêmes raisons, mais. Parce que bon, c'est bon, les mecs aussi peuvent être chauds. Où est le souci? Mais il me semble que oui aussi. Ok, donc la réponse c'est oui, mais est-ce que vous avez la justification? Et c'est pas parce que Vénus... Mais je crois que c'est pas parce qu'elle est plus capable que du coup Mercure de garder la chaleur. Parce que Mercure est plus proche, mais comme elle n'a pas la capacité de garder la chaleur, sa surface sera moins chaude que pour Vénus. Ça doit être une question d'atmosphère, non? Il doit y avoir plus d'atmosphère c'est sur ça. Vénus. En fait, sur Mercure, il y a quasiment aucune atmosphère, alors que sur Vénus, l'atmosphère est très 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 épaisse. Et qui dit atmosphère dit effet de serre. Et donc en fait, c'est incroyable la comparaison, c'est qu'en fait sur Vénus, la température moyenne, elle est à plus de 400 degrés Celsius en moyenne, alors que sur Mercure, elle est que à 160 degrés. C'est tout. Voilà, et sachant que sur Mercure, c'est une moyenne, parce que comme il n'y a pas d'atmosphère, il y a une très grande perte. Donc ça veut dire que quand il fait jour sur Mercure, ça peut monter à 400 degrés Celsius, quand on est sur la face exposée au soleil, et quand on est sur l'autre face, on sera à moins 100 degrés Celsius. Alors qu'on est ultra près du soleil. Tu peux envisager tranquille tes vacances là-bas. C'est ça. Donc 3e question sur la Terre. Donc vrai ou faux? Donc la Terre, c'est la seule des planètes telluriques, donc des 4 premières planètes, qui a un satellite naturel, la Lune. Tu demandes s'il y a une autre planète. Je demande, est-ce qu'il y a une autre un satellite planète, donc une planète tellurique, c'est-à-dire une planète qui est composée de roches, donc entre Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Est-ce qu'il y en a une autre qui a un satellite naturel, ou est-ce que la Terre c'est bien la seule à avoir un satellite naturel? Moi, je dirais qu'il y en a d'autres. Parce que ça serait quand même étrange, mais après, j'ai pas je connais pas. Bah, je sais pas non plus. Je saurais pas répondre. J'aurais tendance à dire oui, quand même. Mais je vais rejoindre aussi Magali et Corentin pour dire oui, sans fondement aussi, parce que de toute façon, dans ce sujet, je ne suis pas du tout calée. Donc voilà. Clarisse? Bah, moi, je dis non, du coup. D'accord. Et la bonne réponse, c'est que non, c'est pas la seule. Il y a aussi Mars qui a 2 satellites naturels, qui s'appellent Phobos et Deimos. Mais par contre, la Terre, elle est quand même assez unique, parce qu'il faut se dire que Phobos et Deimos, ils sont 100 fois plus petits que la Lune. Donc c'est vraiment des tout petits satellites. comme Assassin's Creed. Voilà, mais j'allais je dire. voulais juste le dire. Mais c'est surtout comme le livre Phobos, là. C'est un livre où ils partent en expédition sur Mars. Et du coup, je viens tout juste de comprendre le nom du livre. Alors, comme dans les références geeks, je tiens toujours aussi à dire pour Europe, Io, tout ça, c'est des planètes que tu visites dans Destiny. Voilà. Fin des recommandations. On peut reprendre le quiz. D'accord, très bien. Oui, parce que, en fait, est-ce que vous savez comment s'est formée la Lune? Enfin, quelle est la théorie la plus probable pour la formation de la Lune? C'est pas une planète qui est rentrée en impact avec la Terre quand elle se formait. Et en fait, c'est un morceau de cette planète qui est reparti. Et avec la gravité qui est quand même restée autour de la Terre. C'est ça. En fait, la Terre, dans sa formation, quand justement la Terre n'était pas encore une planète, mais qu'elle était en train de clean un petit peu tout ce qu'il y avait autour, qu'il y avait sur son orbite autour du Soleil, elle a rencontré un autre corps assez gros qui lui a foncé dedans. Donc ensemble, ils ont fusionné,
mais en fait tous les petits débris qui sont partis lors de l'impact, ils se sont agrégés aussi pour former la Lune. Et en fait c'est assez... j'ai pas les chiffres sous la main, mais en fait c'est vraiment la Lune, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'elle a vraiment un énorme volume, un énorme diamètre par rapport à la planète sur laquelle elle tourne. Parce que je vous dis, Mars, les satellites de Mars sont 100 fois plus petits que la Lune. Ok, donc question suivante sur Mars. Il y a de l'eau sur Mars. Vrai ou faux? Et si oui, sous quelle forme? Je suis sûre, c'est vrai, elle est sous forme gazeuse, je crois. Oui, je dirais pareil. Ah Ok. ouais, ouais, j'en dis de la glace. Ah bah Ah, peut-être les attends, deux en tu mets fait, le doute, suivant où la planète Ouais, est moi, par rapport- enfin ou comment suivant la rotation quoi. Mais il me semblait qu'on avait dit que non, mais qu'il y avait des traces qu'il aurait pu y avoir de l'eau Oh, tellement de réponses différentes. avant. Qu'est-ce qui se passe Nico? Alors, Dis-nous tout. je vais tout vous dire. Alors vous avez tous donné les réponses. C'est-à-dire qu'en fait il y a bien de l'eau sur Mars, sous forme gazeuse dans l'atmosphère et sous forme de glace. Donc au niveau des pôles, en fait, il y a des glaciers qui sont cachés sous de la poussière ou sous des roches. Et en fait, si on observe la surface de Mars, on observe les mêmes tracés qui restent après, par exemple, le passage d'une rivière. Donc en fait, les scientifiques sont persuadés qu'il y a déjà eu de l'eau liquide sur Mars. Et en fait, il y a des théories, enfin, pas vraiment des théories, mais en fait, en se basant sur il y a des suppositions en se basant sur des observations que ce serait possible que en fait, dans le sous-sol de Mars, il y a encore de l'eau liquide et qu'elle soit restée liquide malgré la température parce que il y aurait d'autres éléments dedans, notamment par exemple du sel. Vous savez que par exemple l'eau de mer, comme il y a du sel dedans, elle gèle à des températures plus basses que 0 degré. Et en fait, comme sur Mars, il fait environ moins 20, on va dire. C'est la température moyenne, elle est sous 0. En fait, avec des éléments qui seraient dans l'eau, ce serait possible qu'il y ait de l'eau liquide sous la surface de Mars. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé. Mais il y a de l'eau, c'est sûr. Voilà. Question suivante sur Jupiter. Alors vous savez sans doute que Jupiter c'est la planète la plus grosse du système solaire. C'est aussi la planète la plus lourde. Mais à votre avis, le diamètre de Jupiter par rapport à celui du Soleil, il est 2 fois plus petit, 5 fois plus petit, 10 fois plus petit ou 20 fois plus petit? 5 fois, allez. Ouais, j'allais 5 dire fois. 5 fois aussi. 5 fois. J'aurais dit 10 fois plus petit. J'ai 2 5 fois, un 10 fois, Un autre 10 fois pour... un autre 10 fois. Bien Donc fait j'ai dans donc l'équipe. 2 10 fois et 2 5 fois. Alors, bonne nouvelle, 2 d'entre vous ont juste. Et c'est 10 fois plus petit en fait. Donc souvent dans les représentations, on ne représente pas les planètes à la même échelle que le Soleil. Parce que sinon ce serait vraiment compliqué à représenter. Mais en fait on peut bien mettre 10 fois le diamètre de Jupiter dans le diamètre du Soleil. Sachant qu'on peut déjà mettre 11 fois la Terre dans le diamètre de Jupiter. Voilà. Ça va. Ça Tranquille. vous laisse une petite réflexion. Et maintenant, si on parle de masse, à votre avis, la masse de Jupiter, elle est combien de fois inférieure à celle du Soleil? Est-ce que ce serait plutôt 10 fois, 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois moins que le Soleil? Moi je tente le 10 000 parce que je crois que c'est beaucoup de gaz cette planète. Le 10 000 est tenté. Le 10 000. Le 10 000 est suivi. Le 10 000 est suivi. C'était quoi les autres? 10, 100, 1000 ou 10 000? C'est dur à estimer comme ça. avec C'est les dur à chiffres, estimer. hein. C'est, pour changer un peu 1000. Ok. Margot? Bah, le 10 000 est resuivi pour ce coup. Le 10 000 est resuivi. Alors, eh bien, c'est Clarisse qui a raison. C'est 1000 Ah. fois. Je Alors- vais dû rester dans ton camp, Clarisse. Et oui, en fait, donc il y a 100 diamètres d'écart, mais il y a que 1000 masses d'écart. Et donc, pour vous remettre par rapport à la Terre, en fait, on peut mettre 318 terres pour avoir la masse de Jupiter. Donc, il faudrait mettre 318 000 terres pour avoir la masse du Soleil. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, donc C'est tellement impressionnant qu'on peut même pas s'imaginer. c'est ça, c'est vraiment compliqué de se l'imaginer, mais donc faut bien vous dire que quand vous avez des représentations du système solaire, le Soleil est beaucoup plus gros que la manière dont il est représenté. Donc à tous les enfants qui dessinent des soleils sur leur dessin, faites-le bien plus gros. Faites-le Mais en vrai, je gros. sais pas si on Ou le alors verrait, en la plus. Terre, vous la dessinez avec un point. Oui, c'est ça. Dites, elle est là. C'est pratique. Ok, maintenant, question par rapport à Saturne. Est-ce que Saturne, vous la connaissez pour quelque chose déjà? Pour ces anneaux? Pour ses anneaux, tout à fait. Alors, combien il y a d'anneaux
Moi j'allais dire pour les black beaufs en fin de soirée. Mais Merci Magali. mais à part ça. Oui. J'ai pas la ref. Moi non Je plus. veux pas la Quand t'es découvrir bourré de maintenant. feu, Saturne. Oh Oui, non. ça sera coupé au montage. non. Oui, du coup, Nicolas. Donc vas-y. combien d'anneaux à Saturne? Je sais, Beaucoup trop. 13, allez. 13. Comme ça. Une autre proposition? 9. 9. Bah, en fait, je crois qu'on en voit un gros quand on le regarde au télescope, etc. Mais il est, en fait, il est constitué de plusieurs anneaux, de plusieurs diamètres différents. C'est ça. Mais après, combien il y en a? Je dirais 7, au hasard. Ok, donc on a 9, 13, 7. Qui dit plus, qui dit moins? Dernière proposition. Waouh. Allez, parce qu'on parle de planètes, je vais dire 50. On est dans les trucs gros depuis tout à l'heure. Et non, 50. en fait, il y en a que 3. Waouh. Et oui. Et donc leur taille varie de 7 à 70 000 km de largeur. Et par contre, leur épaisseur, elle ne fait que quelques dizaines de mètres. Donc c'est très 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 fin en fait. Si on se place bien dans le bon sens, entre guillemets, c'est possible qu'on ne les voit même pas. Il s'est composé de quoi, ces anneaux? C'était ma deuxième question sur Saturne. Je Est-ce suis que vous devin. avez des suppositions sur la composition des anneaux de Saturne? Moi, je dirais poussière, glace, et puis des morceaux un peu plus gros de. Genre des météorites. Enfin, des morceaux plus gros. Voilà. D'accord. Des gros morceaux. Bah, je dirais que déjà, je pense pas que les 3 anneaux puissent être constitués de la même manière. Sinon, ça n'en ferait qu'un seul en termes de gravité, non? Pas forcément. En fait, les anneaux de Saturne, ils sont composés à 99,9% De vide. de la même chose. Ah, de De vide. l'eau glacée. De l'eau glacée. Ah. Tout à fait. En fait, s'il y avait des éléments plus lourds, il y aurait le même phénomène que pour les satellites ou que pour les planètes, c'est-à-dire que au bout d'un moment, les éléments lourds, ils commenceraient à s'agréger entre eux. Et du coup, comme l'eau, elle a une densité assez faible, elle va pas s'agréger. C'est pour ça qu'on a des anneaux. Question suivante sur Uranus. Uranus possède-t-elle des anneaux? J'en ai aucune idée. Moi, je me dis, si tu poses la question, peut-être que oui, du coup. Oui, mais peut-être que non, parce que c'est un piège. Oui, Nico est Peut-être fourbe, aussi. alors moi je dis non. Ok. Je Moi, regarde je ma dis- poker face. Moi, je dis oui. Ok, donc un non, deux non, un oui. Moi, j'ai dit oui. Bah, il y a pardon. 2 oui. Un non, deux oui, Corentin. Deux oui, un non, Deux oui à non. ma droite, un non à ma gauche. Je dis non. Ok, eh bien il fallait voter la team oui. En fait, ce qui est assez Allez. particulier avec Uranus, c'est que Uranus, en fait, toutes les planètes tournent sur elles-mêmes. Par exemple, la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures environ. Et en fait, Uranus, elle tourne sur elle-même, sauf qu'elle tourne pas. Si on se place sur le plan du Soleil, elle va pas tourner horizontalement sur elle-même, elle va tourner verticalement sur elle-même. Et donc ça fait que les anneaux d'Uranus, ils passent de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, en tournant autour d'elle. Donc c'est assez particulier. Bon, après, les anneaux sont pas aussi impressionnants que ceux de Saturne, c'est clair, mais il y en a. D'ailleurs, Jupiter en a, et Neptune qu'on va voir après en a aussi. Mais c'est vraiment ceux de Saturne qui sont les plus remarquables. Et donc dernière question sur Neptune. Déjà, petite pré-question, est-ce que vous savez ce que ça signifie quand on parle de la révolution d'une planète? Ça n'a pas de rapport avec la révolution de 1789. Vas-y, Magali. Je crois que c'est le temps qu'elle met à faire un tour autour du soleil. Tout à fait. Trop gimmick. Alors bon, la période de révolution, c'est ça, donc c'est le temps que met une planète à faire le tour du soleil. Donc la période de révolution de la Terre, est-ce que vous savez elle est de combien? 365 jours et 25. Waouh. Bien joué Magali. Incroyable, quelle précision. Et oui, Donc, on dit aussi un an sinon. Et donc, ça c'est pour les faibles. et donc ma question, vous avez 10 ans près pour me dire la période de révolution de Neptune. Ah Je non, me mais suis fait spoiler. c'est un truc en. Ouais, c'est un truc en 100 ans, non? 150 ans, ouais. Moi, je crois que j'ai vu la réponse sur le carnet, alors du coup je vais pas répondre. Si je dis 120, je suis chaud ou je suis froid? T'as l'ordre de grandeur. D'accord. Ah bah j'ai pas vu la réponse sur le carnet. T'auras le droit de faire une tentative. Bah du coup on dit des trucs au hasard, genre Oui. 135. 135, j'ai un 120. 135 années. J'ai un 120, j'ai un 135. 160.
J'ai un 160. Magali, une proposition. Jour. 120 jours. 120 jours. Oui. D'accord. Juste jour. Tu balances juste l'unité comme ça. Du coup, c'est Magali la plus loin, avec 120 Voilà. jours. Je me suis pas fait spoiler sur le Et cadre. c'est Margot qui est la plus proche. En fait, Neptune, elle met 165 ans à faire un tour de soleil. Je pensais pas être aussi proche. Alors c'est assez impressionnant, sachant que la deuxième planète la plus éloignée, qui est Uranus, elle met que 84 ans. C'est-à-dire que Neptune, elle va mettre 2 fois le temps d'Uranus pour faire un tour de soleil. Voilà. C'est assez... C'est fou. Donc voilà, c'est tout pour ce petit quiz et ces petites informations pour briller en soirée sur le système solaire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous saurez qu'il ne faut plus regarder sur le carnet de votre voisin. Non, bah du coup, moi je suis déçue. Eh ben merci Nico, on va écouter tout de suite Margot, si je dis pas de bêtises, de quoi tu vas nous parler? Donc oui, c'est à moi et aujourd'hui je vais vous parler du coup, donc en ce moment on est en pleine période d'automne et d'Halloween, mais peut-être que quand la chronique va sortir, on sera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, cette période d'Halloween et d'automne, il y a une petite ambiance qui règne, une petite ambiance qui fait un peu peur, et du coup c'est exactement de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sentiment auquel nous sommes souvent confrontés, c'est-à-dire la peur. Tiens d'ailleurs, autour de la table, est-ce que vous avez un souvenir terrifiant ou une peur insoupçonnée à nous raconter, histoire de se mettre un peu dans le bain ? Ah bah moi j'en ai une... en parlant de bain, ok. En parlant de bain, bah moi j'ai la phobie d'être trop longtemps dans l'eau. Voilà, genre si on est dans le moment Ah mais confession. c'est même pas de... Genre la peur de l'eau, c'est d'être trop longtemps dans l'eau ? Ouais non c'est... Ouais, je sais pas. T'as peur que tout ton corps il se fripe comme tes mains et... Non, je sais pas, genre je suis pas à l'aise au bout d'un moment dans l'eau. Enfin après ça remonte parce que je raconte ma vie. En fait, on me voyait quand j'étais Intime, petit. La peur de Corentin. Aujourd'hui, dans Omniscience, la peur. Non, en gros, c'était un maître nageur qui il me dit bah vas-y saute, je te récupère. Donc moi je coule. Tu vois. et le mec il me tend la perche dans l'eau et je la prends et il fait rien. Non, c'est horrible. Et depuis je vis un peu mal d'aller dans l'eau quand j'étais au collège, je crois que je sais plus. Enfin bref, voilà. Clarisse, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, sur la moi j'ai un cauchemar, je pense, je l'oublierai jamais. C'est, je rêvais que j'étais dans ma chambre, dans mon lit, il faisait noir, c'était la pénombre, et il y avait ma sœur à l'entrée, on voyait un tout petit reflet qui allait vers elle, et elle avait son doigt sur la bouche comme ça, et elle me faisait chut. Et c'est tout. Et je me suis réveillée en sursaut et j'ai vraiment eu du mal à me rendormir derrière, c'est ma plus grande peur. Ma sœur. Alors moi ça va être très bizarre, mais j'ai une grande phobie, et ça par contre je sais pas pourquoi, mais des insectes volants morts. Donc vraiment des cadavres d'insectes volants, je ne peux pas m'en approcher. Mais c'est la chose la moins Moi, cohérente. s'il y a un papillon mort chez moi, je le laisse. Je peur lui des tourne petits autour éphémères, et je l'ignore. Je fais comme s'il n'était pas là. Sinon, Ah, mais c'est fou, généralement c'est l'inverse, les personnes ont peur des insectes volants justement pour qu'ils s'approchent d'eux et tout ça, mais toi c'est quand ils sont morts. Alors, j'ai peur des insectes volants de manière générale. Mais alors quand ils sont morts, C'est pire que tout. les cadavres ouais, ça me... Mon dieu. Et du coup Nico, Moi j'ai pas tellement de phobie qui me viennent en idée comme ça, qui me viennent en tête. Désolé. Je dis pas que j'ai peur de rien, mais là j'ai rien qui me... Après je vous le demande Y a depuis pas temps un truc blanc en là, donc particulier, faut que ça vienne. après peut-être en plus terre à terre on va dire, je crois, moi c'est les requins. Genre, mais pourtant je sais que c'est pas justifié que les requins, tu vois, c'est un truc qui tue le moins... Enfin ça, on a l'impression que ça tue plein d'humains, mais en fait pas du tout. Genre pour parler des histoires de cauchemars, moi à chaque fois j'en ai un que je faisais plein de fois, j'ai fait plein de fois, c'est... je suis dans l'eau, je vois rien, et d'un seul coup il y a un requin qui apparaît d'un On coup, sent que ça sent le vécu. Ouais, On voilà. critique ma peur des insectes morts. Ah non mais ouais, non mais voilà, genre comme... il n'y a pas de jugement autour de cette table. Non. Alors donc je vais pas parler de cauchemar aujourd'hui, ça a été abordé dans un article d'ailleurs sur l'Omniblog, vous retrouverez tout un article sur le sommeil et notamment les cauchemars. Mais je vais vous parler du coup de la peur, donc du sentiment propre. Donc c'est en disant d'ailleurs, donc la peur, ça fait partie donc des émotions. Et quand je vous dis cette phrase, vous pouvez penser justement à ce film Disney où la peur est personnifiée de façon humoristique. Donc, oui exactement. Tu peux parler plus fort Nicolas pour qu'on comprenne? Rien, j'ai pensé au film Vice Versa. Merci. Et c'était exactement la référence.
Alors donc reprenons, la J'ai la peur est une émotion, mais à l'instar du dessin animé précédemment cité, les émotions sont loin d'être simples, et le mot est bien choisi. Car effectivement, selon The Emotional Brain de Joseph Ledoux, psychologue et directeur du Center for Neuroscience of Fear and Anxiety, il existe des émotions dites simples et des émotions dites complexes. Est-ce que vous sentez la question arriver ? Oui, non, non, oui. Oui. Autour de la table, avez-vous une idée de comment on différencie une émotion simple d'une émotion complexe ? Mais qu'est-ce qu'une émotion avant de répondre à cette Oh là question là. Bah là, je vois sur internet qu'une émotion, c'est écrit que c'est un état affectif bref et intense. Je pense que ça résume bien, tout le monde se reconnaît. Et justement, ça va aller de pair avec du coup une émotion simple et une émotion complexe. Est-ce que vous avez une idée ? Peut-être. Vas-y. Je dirais qu'une émotion simple, c'est un peu quelque chose qu'on a d'un coup en premier temps sans réflexion. Et une émotion complexe, c'est quand on va plus réfléchir à la chose et peut-être ça va amener des nuances. Je sais pas, mais peut-être par exemple, si on a une peur, je sais pas, genre un sursaut, quelque chose comme ça va être une émotion simple, la peur. Et une fois qu'on va voir la chose, on va un petit peu l'analyser et on va se dire, ok, ça fait peur, mais peut-être que au final c'est pas si effrayant et on va avoir une autre chose qui va la nuancer. Alors là, il y a carrément de l'idée, mais ça va servir pour la suite. Ah mince, ok. Ben moi j'aurais peut-être dit que l'émotion simple c'est comme une brique qui marche toute seule alors qu'une émotion complexe ce sera peut-être un mélange d'émotions simples. Magali est sur le très bon fil. Donc du coup, une émotion simple correspond à une émotion s'accompagnant d'expressions faciales ou gestuelles universelles, donc c'est-à-dire peu importe notre éducation ou bien notre culture. Donc l'ouvrage The Emotional Brain de Joseph Ledoux, je vais continuer en anglais, c'est pas grave, présente un assez large panel d'émotions simples, ainsi qu'une description détaillée associée à chacune d'elles. Mais Paul Ekman, psychologue américain et l'un des pionniers, j'y arrivais, dans l'étude du coup des émotions, dans leur relation aux expressions faciales, présente une liste réduite de 6 émotions simples. Et ces 6 émotions, du coup, sont le bonheur, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Quant aux émotions complexes, elles résulteraient de la combinaison de plusieurs émotions simples. Par exemple, Plutchnik, un psychologue américain, présente l'amour comme étant un mélange de joie et d'acceptation. Cet exemple se veut réductionniste car en réalité la description du mélange est plus complexe. Donc Magali était sur une très bonne piste et en plus l'image des briques était très bien, c'était une bonne interprétation. Merci bien. Alors donc selon les biologistes étudiant les émotions, les comportements émotionnels et leurs réseaux neuronaux ont été sélectionnés au cours de l'évolution car ceux-ci auraient un impact sur la survie d'une espèce. Beaucoup d'études ont été réalisées autour des émotions et continuent à être menées aujourd'hui, car les émotions ont beaucoup encore à nous apprendre. Je vous conseille d'ailleurs de vous renseigner sur ce sujet si votre curiosité est au rendez-vous. Ça vaut le détour. Mais pour aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous nous focaliserons sur la peur. Donc Joseph Ledoux, dont je vous parlais pour son fameux ouvrage sur les émotions, a mis en lumière le circuit de la peur. Une structure en forme d'amande, située dans la partie antérieure du lobe temporal de notre cerveau, joue un rôle primordial et même central dans ce circuit. À votre avis, de quelle structure cérébrale je parle ? L'hypothalamus. Non, Ah loupé. L'hypophyse. Loupé. C'est le seul mot que je connaissais du cerveau. Ah non, il y a le cervelet aussi, je crois, un truc comme ça. Donc ça ressemble à la cervelas, c'est rigolo. Du coup, j'ai retenu. On est en train de perdre Magali ce soir. Enfin, ou... Fatiguée. Non, une partie du cerveau. Ouais. En plus, j'ai déjà vu. Une structure Une cérébrale structure du cerveau. qui ressemble à une petite amande qui se situe dans le diencéphale et qui alors est the structure qui participe du coup à tout ce qui est la peur, enfin elle va être bien activée, centrale même. Je vais faire un gros ah quand tu vas le dire. Ouais, moi aussi, ça m'énerve. Je suis frustrée là. Tout pareil. Attention, je fais donc référence à l'amygdale. Ah. Donc c'est une structure cérébrale que vous pouvez remercier à chaque fois que la peur est en vous. Cette structure va notamment agir sur d'autres structures cérébrales bien évidemment, afin de provoquer chez vous quelques expressions corporelles de la peur, telles que l'accélération du pouls, la pâleur, la sudation ou encore l'immobilisation du corps. Ces expressions interviendront quand vous entendrez ou quand vous apercevrez quelque chose ou quelqu'un qui vous fait peur. Par exemple, la sœur de Clarisse dans son rêve. Mais alors, ce circuit de la peur, c'est quoi ?
Eh bien, en restant au singulier, j'émets une petite erreur. Oui, il n'y a pas un, mais 2 circuits de la peur possibles. Le circuit dit court va faire intervenir 2 structures cérébrales, le thalamus et sans surprise l'amygdale. Le thalamus, il est situé donc dans le dit encéphale et sert d'intégrateur, de relais intelligent dans la transmission des informations sensorielles, donc visuelles, auditives, gustatives et tactiles, et notamment de la douleur, vers le cortex cérébral. Le thalamus est également impliqué dans la motricité involontaire, comprenant les réflexes, le contrôle de la posture et la coordination des mouvements. Donc ce circuit court permet d'assurer des réactions de survie, de fuite et de défense dans un délai très court au détriment d'informations floues. Donc là on revient à ce que disait Nicolas au début. Quant au circuit long, il fera intervenir le thalamus, le cortex cérébral et l'amygdale afin d'assurer une perception précise du stimulus, donc du signal que vous percevrez, mais nécessite un prolongement du temps de réaction qui peut être fatal en cas de danger. Par exemple, vous regardez par votre fenêtre et vous pensez apercevoir une sœur de Clarisse effrayante postée juste sur le trottoir d'en face et vous faisant face. Oui, Clarisse, je vais réutiliser cet exemple tout le long. Elle prend un peu cher. La pauvre. Désolée, c'est un exemple parfait. Alors donc là, bam, vous avez la frousse. Mais est-ce vraiment une silhouette ou un arbre perçu de façon floue ? Il fait noir, vous plissez les yeux et vous vous concentrez. C'est alors à ce moment que le thalamus donc active l'amygdale qui enclenche à son tour les réactions corporelles de la peur. Ces activations entraînent la sécrétion d'un neurotransmetteur, le glutamate, qui déclenche une cascade de réactions. En outre, votre thalamus envoie l'information au cortex visuel qui décrypte de façon détaillée l'image. Dès ce stade, le cerveau a entamé l'évaluation de la menace et peut prendre une décision réflexe. Rester immobile, ou bondir, ou bien aller se cacher, ou réagir. Pendant ce temps, l'information atteint l'hypothalamus, structure du système nerveux central. Donc cette région du cerveau sécrète alors une hormone, le CRH, qui conduit à son tour à l'hypophyse, une glande située dans le cerveau, à produire une autre hormone qui circule dans le système sanguin. Donc cette autre hormone, c'est l'ACTH, qui atteint ensuite les glandes surrénales, où elle provoque la libération de cortisol et d'adrénaline. Cette dernière accélère le rythme cardiaque, la pression sanguine et le rythme respiratoire. Alors donc tout ça, c'est assez complexe. Ça peut être dur au début de voir, mais c'est pour vous expliquer que dans le cerveau, rien n'est simple. Tout va passer par différentes aires cérébrales, différentes parties, différents neurotransmetteurs qui vont sécréter différentes hormones et qui vont donc avoir des effets sur votre corps. Donc il va donc avoir de la cortisol qui va se balader dans votre corps et qui maintient le système nerveux en éveil et un shot de glucose est libéré dans le sang. Le cerveau doit alors faire un choix, s'immobiliser, de préférence en se cachant, dans l'espoir d'échapper au danger, ou fuir. Donc si la fuite n'est pas possible, autant se cacher ou essayer de lutter. S'il s'avère qu'il s'agit d'un véritable danger, donc d'une silhouette par exemple, donc posté devant votre habitat, le cortex visuel renforcera la fonction amygdalienne et les manifestations corporelles de la peur seront maintenues. Vous pourrez donc fuir, vous cacher ou vous défendre. Par contre, si le cortex visuel décode de façon précise l'image d'un arbre tout simplement, il freinera la fonction amygdalienne et toutes les expressions corporelles de la peur seront dès lors estompées. Vous pourrez de nouveau respirer normalement et siroter votre tisane. Je reste dans le thème automnal avec la nuito et les boissons chaudes, bien évidemment. Donc du coup, en gros, c'est le cerveau qui interprète mal d'un coup, ou qui n'a pas le temps de bien interpréter ce qu'il voit. C'est ça, les deux circuits vont être bien différents, parce que donc le circuit court, ça va être suite à une information floue, et vous allez donc directement réagir, alors que ça se trouve, c'était juste un arbre, alors que les circuits longs vont prendre vraiment le temps d'analyser l'image, mais vous mettrez plus de temps à réagir. Vous l'aurez compris, un compromis peut s'effectuer entre les deux circuits, car l'un est efficace en termes de temps, mais pourrez-vous faire perdre une telle énergie conséquente en cas de fausse alerte ? Et l'autre vous permet une meilleure perception de l'élément déclencheur, mais un temps de réaction plus long, qui pourrait bien être fatal. Mais d'une certaine façon, la peur est une émotion qui nous a toujours protégés, car c'est elle qui nous a permis de réagir à ce qui pourrait être un danger pour nous. Par ailleurs, les structures cérébrales impliquées dans ces circuits peuvent varier d'une personne à une autre, et pour des raisons très simples. Nous sommes tous différents et nous possédons tous une perception de notre environnement différente de celle de notre voisin.
Bien que ces circuits possèdent une base commune génétiquement programmée, elle sera enrichie par nos apprentissages de nouvelles situations dangereuses tout au long de notre vie. Il existe également des peurs pathologiques, comme l'anxiété ou le stress post-traumatique. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Elles sont liées également à la peur, mais font intervenir encore d'autres choses. Donc voilà, vous pourrez maintenant comprendre et peut-être mieux appréhender vos peurs grâce à Omniscience. J'espère que je vous aurai pas trop fichu la trouille et que du coup, vous pourrez plus comprendre ce qui se passe quand vous avez peur. Eh ben merci Margot, tout de suite nous passons à Clarisse. Mais de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler d'un sujet un peu plus léger, qui est une étude insolite. Une étude scientifique insolite, et qui concerne un objet de notre quotidien. Du coup, je vais vous faire une petite devinette à la question pour un champion. On est prêt, J'espère que vous êtes prêts. Ouais, voilà. Ah, totalement prêt. Alors, attention. Top. Ma première apparition daterait de 2000 avant Jésus-Christ. Je peux être de coton, de laine ou encore de soie, noire, blanche, rouge, Méchant. verte. On me trouve de toutes les couleurs. Non. Je vais de pair avec vos pieds. Je suis. chaussettes. Oui, les chaussettes. Voilà, donc je vais vous parler d'une étude insolite sur les chaussettes et plus particulièrement sur un fait qu'on connaît tous, la perte de nos chaussettes. Ah, mais tellement. C'est une étude britannique qui a été faite par un statisticien, dur à dire, hein, Geoff Ellis, et un psychologue, Simon Moore, beaucoup plus facile à dire. Bon, je vous rassure, ils n'ont pas eu cette idée du jour au lendemain. En fait, c'est Samsung qui l'a commandité, parce qu'ils ont fait une machine à laver avec un compartiment fait exprès pour pas perdre leurs chaussettes. Donc c'est un petit coup de com' en même temps. Ce serait super pratique parce que je les perds tout le temps. Oui, comme beaucoup d'entre nous. Ils ont commencé en se demandant, mais tiens, en fait, combien on perd de chaussettes dans notre vie entière ? Et donc, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez un ordre d'idée ? En termes de chaussettes seules ou de paires ? Alors là, Très bonne question. non, chaussettes seules, c'est déjà bien. Dans une vie. Ouais, dans une vie entière. Moi je dirais 1000. Ouais, j'aurais dit dans l'ordre Non, du attends, 1000, 2000 ça veut dire aussi que en t'achètes vrai. 1000 paires quand même. Ouais, faut quand même, c'est c'est énorme. vrai qu'il faut quand même acheter 1000 paires. Moi, je dirais que j'en perds. Non, bah non, faut que t'en achètes Par 500. an. Ouais, c'est Je vrai. dirais je suis genre d'accord. presque une par mois limite. Mm. Du coup, ça fait 10-12 par an sur 80 ans. 800. Ouais, presque 1000 en vrai. Hein. Mais après, Ouais. non, en soi, non, puisque du coup, si tu perds une des chaussettes de la paire, bah l'autre, si tu l'utilises plus, tu peux plus la perdre. Oui, mais du coup. Du coup, t'es obligé d'avoir 1000 paires. Oui, mais tu Ouais, refais- donnez-moi juste un chiffre, vous prenez pas la tête, hein. Alors je suis pas d'accord, mais d'accord, je vais donner 1500. Ok, ça marche. 924. Je Ok. vais essayer d'être dans l'ordre d'idée de 900, mais je vais dire du coup 850. Ok. 300. Bah, Magali, tu es très loin. J'ai l'habitude, ça peut. Ah oui, j'ai l'impression. Hein. On perd environ 1250 chaussettes dans une vie. Ça donne C'est énorme. à peu près 15 chaussettes par an et une chaussette, 3 par mois. Bon, ça, 3 est un peu compliqué, mais voilà quoi. Mais Pourtant, j'étais pas loin comment avec mon c'est calcul. possible? Comment c'est possible ? Eh ben, c'est la question de l'étude en fait. C'est Mais t'imagines dans un appart, enfin dans un immeuble. Ouais, mais peut-être nombre que de maintenant, chaussettes, du avec coup, qui- avec la machine à laver Samsung, on est pas Bah oui, vraiment. mais Ce n'est peut-être pas que- un placement de mais- produit. Mais quand on dit qu'elle est perdue. Mais en Elle- fait, elle Bah, est où c'est qu'on la retrouve pas. je vais y répondre. Question du Je vais concept de répondre. perdu. Ok, Clarisse a la réponse. Donc c'est une étude ils ont fait une étude sur 2000 adultes et ça a révélé plusieurs faits étonnants, comme par exemple, si je vous pose la question, est-ce qu'on perd plus de chaussettes noires ou de chaussettes blanches ou de chaussettes colorées ? De chaussettes blanches, non? Moi je dirais noir parce Mm. que dans mes cercles de connaissances, c'est les chaussettes noires qui sont le plus achetées. Du coup je dirais que c'est les noirs. Bah, D'accord. moi, j'aurais Souvent, dit c'était les blanches qui sont le plus achetées. Donc, Et bah non. Ah bah si. Moi j'aurais Ah bah, dit dis pareil. noir. J'aurais dit noir aussi, mais parce que pas forcément plus acheté, mais dans le sens où si on les met plus, souvent, on aura plus tendance à les laver et du coup plus tendance à les perdre. C'est bien réfléchi. Alors du coup, pour prendre mon exemple personnel, où j'ai 4 chaussettes qui traînent chez moi, dont je cherche la paire, il y a 3 chaussettes noires et une chaussette blanche. Donc j'aurais tendance à dire noir. Je reste sur le côté blanc. C'est les chaussettes colorées en fait. Waouh. Ouais. Ce Le débat plot pour twist. rien. Chaussettes colorées qui représentent la moitié des chaussettes disparues. Donc, Waouh. une petite pensée pour elles, les pauvres.
Et est-ce que c'est les femmes ou les hommes qui perdent le plus de chaussettes? Bah alors là. Bah, pour être dans le cliché, j'ai envie de dire les hommes, mais. Oui, mais le problème, c'est que c'est les femmes Ouais, qui c'est font la les lessive. femmes qui font- Ouais. Si, tu vois, si tu veux Si rester tu dans le restes dans cliché. le cliché sexiste, ouais. Donc en soi, je dirais que les femmes perdent les chaussettes des hommes. D'accord. Vraiment, bon à rien. Du coup, si on reste dans ce cliché, c'est possible que les femmes perdent pas les chaussettes, mais que les hommes les trouvent pas derrière. Donc ça fait une raison de plus pour que les hommes perdent plus les chaussettes. J'aime beaucoup trop cette chronique. Chaussetteception. Ouais, ça va très loin. Je vais voir le côté pratique, mais les femmes, il y en a qui mettent des bas ou des collants, donc elles en mettent peut-être moins que les hommes. Donc je dirais peut-être les hommes pour cette raison. Ouais, mais après, moi, quand je mets des collants, perso, je mets des chaussettes quand même. Ah non, Ouais, mais moi aussi, aussi, ça vous mais intéresse, je sais mais, qu'il y en a beaucoup qui n'en mettent pas. Genre, je pensais que. Ok, genre, et c'était toi, pas- Coco, du coup? Homme ou femme? Bah, je sais pas. Il se positionne pas. Il est non-binaire. Donc en fait, c'est les hommes. C'est les hommes, et pourtant, ils font 2 lessives en moyenne par semaine, alors que les femmes, elles en font 3. Voilà. J'aime bien le mot de tête, comment elles sont. Oups. décomposées. Donc on fait moins de machines, mais on perd plus de trucs. Oui. Enfin, les mecs, ok, d'accord. Pas de beaucoup moins de machines, mais quand même. Voilà. Et donc en fait, cette étude, elle a montré que la plupart du temps, l'âme sœur des chaussettes disparues, elle se cache juste derrière un meuble, dans un fond de tiroir, derrière la corbeille à linge ou des choses comme ça. C'est des trucs tout simples. D'ailleurs, on les retrouve en fait souvent plus tard, mais on a déjà jeté la première. Donc ces chaussettes-là, elles disparaissent. Du Quoi. coup, technique, mettre des chaussettes dépareillées jusqu'à ce qu'on retrouve les paires. C'est une technique, oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'utilise cette technique. Est-ce qu'elle Moi aussi, fonctionne, mais Nicolas je les retrouve pas. Elles restent juste dépareillées. C'est pareil que Magali, malheureusement. Et il y a une autre réponse qui explique où sont nos chaussettes perdues. C'est aussi dans la machine à laver elle-même. En fait, elles peuvent se coincer entre le tambour et le joint du tambour et passer en dessous. C'est des trucs tout bêtes, mais voilà. Donc, au final, les chaussettes, quand on les perd, elles sont toujours plus proches que ce qu'on pense. Elles sont assez fidèles. Oui, elles disparaissent pas dans le néant distordu. Oui, voilà, c'est pas ça. Les nains voleurs de chaussettes dans C'est sa pas, vie. j'ai fait une lessive et elles ont disparu, C'est on quoi ne la sait pas. référence Oui, je vois. Et ces chercheurs, ils sont allés encore plus loin. Ils ont créé l'index de perte de chaussettes. Ils ont créé une formule avec laquelle tu peux calculer pour savoir les chances que tu as de perdre tes chaussettes, si elles sont plus ou moins élevées. À chaque Ça, machine Oui, du coup, à chaque machine. Donc en gros, la formule, c'est L plus C moins P fois A. Donc L, ça représente la taille des lessives, selon le nombre de personnes et la fréquence des lavages dans une semaine. Donc c'est pris sur une semaine. Ensuite, tu as C qui représente la complexité des lessives, donc qui prend en compte les lavages en blanc, couleur, les chaussettes, le nombre de chaussettes lavées par semaine. Ensuite, tu as P qui est une mesure sur une échelle de 1 à 5 de motivation de la personne qui fait la lessive. Est-ce que tu es motivé à faire la lessive ou pas? Et A qui est le degré d'attention. Donc est-ce que la personne qui fait la lessive va vérifier les poches, remettre les vêtements à l'endroit, etc. Ce que perso, je fais pas trop, quoi. Mon degré d'attention est assez bas. Et donc d'après cette formule, plus le résultat est élevé, plus il est possible de perdre une chaussette au cours d'une lessive. Voilà. Donc on peut tous calculer le nombre de chaussettes qu'on perd en moyenne dans une semaine. Ok, bah c'est intéressant. Du coup, ça veut dire que quand j'irai faire une lessive, j'ai un taux de perte de chaussettes. Voilà, et tu peux le calculer. C'est trop bien. Voilà. Et est-ce On qu'ils ont attend fait- ton résultat, Nicolas. Mais bah écoutez, je vous dirai ça. Et du coup, je me demande, est-ce qu'ils ont fait des stats sur les gens qui vont dans des laveries ou dans des... Alors je sais pas Des choses s'ils comme sont ça. allés plus loin dans l'étude ou s'ils sont arrêtés à ça, je sais pas du tout. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as le nom de l'étude si jamais des gens veulent aller plus loin sur le sujet? J'ai la source sur Ouais. laquelle j'ai trouvé l'étude, donc on peut la mettre en Ouais, description. on la mettra dans les liens, ouais, ça Ouais. marche. Voilà. Et donc pour conclure, je sais pas si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches ou archi-sèches, mais en tout cas, elle a dû en perdre une paire, comme nous tous. Bah merci, super. C'était une super dernière chronique pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, on va tout de suite faire un petit tour de table pour que chacun vous conseille quelques livres, vidéos, tout ça. Margot, qu'est-ce que tu nous conseilles?
Alors moi aujourd'hui, j'avoue que je vais faire de l'auto-promo. Je vais vous parler de Phonos. C'est un compte Instagram du coup que j'ai avec Léa qui fait tout le côté graphisme et moi le côté rédaction. Et on vous présente du coup la biodiversité, tout ce qui s'y passe, les interactions de façon donc graphique et en essayant d'être léger pour vous apprendre des choses sur le monde qui nous entoure. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Phonos. Alors du coup, moi, je vais vous parler d'un autre compte Instagram que j'ai découvert très récemment, qui s'appelle Arthropodian ou Arthropodian, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc, ce sont des photos et vidéos d'insectes assez impressionnants et très grands, mis à taille humaine. Alors oui, j'ai peur des insectes morts qui volent, mais là, ça va. Ça t'empêche pas de les regarder sur Instagram. Non, et vraiment, ils sont très très beaux et ça vaut vraiment le détour. Il y a aussi beaucoup de vidéos, surtout d'araignées. Et personnellement, j'adore les araignées, donc voilà. Et du coup, c'est très 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 intéressant puisque ce ne sont pas des individus ni des espèces que nous voyons tous les jours. Heureusement. Ça pique la curiosité. Oui. Allez voir, c'est très joli. Du coup, moi, si jamais vous nous écoutez et que vous avez un petit frère ou un petit cousin ou cousine qui aime beaucoup la bande dessinée, vous pouvez lui offrir les bandes dessinées des épatantes aventures de Jules aux éditions d'Argo. Alors en fait, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va être embarqué dans une mission dans l'espace. Donc en fait, comme ça peut faire vraiment juste de la BD de science-fiction. Mais en fait, il y a beaucoup de notions de physique, de biologie qui sont abordées et la plupart du temps, elles sont expliquées et justes. Et c'est vraiment assez décalé et c'est vraiment très très intéressant. Clarisse, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Alors non, j'ai pas de recommandation pour aujourd'hui. Par contre, faites attention à vos chaussettes, s'il vous plaît. Les pauvres. C'est le conseil. Les petites et esselées. C'est le gros conseil de Clarisse pour l'émission. Moi, ce sera pour les petits enfants. Ce que je vais vous conseiller, c'est Zach et Zoé. C'est des petits livres pour les enfants où ça leur apprend l'esprit critique. Donc voilà. C'est fait par Jean-Michel Abrassard, donc qui est très engagé dans l'esprit critique. Et voilà, si vous voulez leur acheter à vos enfants pour les sensibiliser sur ces questions-là, bah voilà, Zach et Zoé. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, le Instagram, LinkedIn aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Et non, il n'y a toujours pas de Twitter ni de TikTok. Pas encore. TikTok omniscient. Et oui, donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez retrouver le lien Hello Asso dans la description. Et si vous voulez aussi nous rejoindre à participer à ces chroniques ou même préparer des conférences, écrire sur notre blog, l'Omniblog, bah n'hésitez pas, envoyez-nous un message sur nos différents réseaux et on vous répondra avec grande joie. Eh bien, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Plein de bisous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.